Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau club Mounégou historique, et après avoir fait les décennies 2010, 2000, 90 et 80, ce coup-ci on va changer un petit peu de registre et on va partir sur un top 10, et top 10 du continent américain. Et avec moi pour faire ce top, il y aura évidemment Boris, qui a été avec moi sur toutes les émissions. Salut Boris. Oh la chicos. Et il y aura Patrice. Salut Pat. Salut à tous. Bon voilà messieurs, la décennie 70, Boris, on a décidé de peut-être la remettre à plus tard parce que c'est un peu plus compliqué d'avoir des informations, quoi. Ouais, la DeLorean ne marche plus là. Les années 70, c'est un peu loin. On a besoin d'un peu plus de temps peut-être pour creuser cette décennie, retrouver des stats, des archives, des infos. Donc on la met pas complètement de côté, mais on y reviendra peut-être. Et idem, on a fait le choix de... à la base, on pensait continuer sur nos équipes et du coup faire une équipe des joueurs du continent américain. Alors évidemment, ça sera essentiellement Amérique du Sud, hein, vous l'aurez compris. Mais malgré tout, dans l'absolu, les joueurs canadiens, américains, mexicains, etc. peuvent faire partie de ce top. Mais on s'est aussi rendu compte, Boris, que il y avait un petit problème. C'est qu'en fait, il y avait certains postes qui étaient vraiment très peu fournis, à savoir... Comme exemple, le gardien de but, où on n'a eu qu'un gardien de but d'Amérique, et c'était Romero en plus, donc qui n'a même pas été titulaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'un top 10. Ouais, c'était pas assez équilibré sur les postes. Ce qui est emblématique, c'est le goal, et même les entraîneurs, par exemple, on a été obligé de citer des gens qu'on n'avait pas envie de citer. Même la défense, hein, il y avait du monde, mais c'était quand même pas très qualitatif. Donc on s'est dit qu'un top 10 permettrait de rendre hommage à plus de monde finalement. Et ouais, tu as dit continent américain, alors je pense que tout le monde va comprendre pourquoi on a étendu au continent américain. C'est essentiellement pour placer un garçon c'est ça. qui était un peu seul, hein, sur son continent, mais on peut dire voilà, c'est les zones CONCACAF Economebol grosso modo. Exactement. On aurait pu faire un top 3 Amérique du Nord, hein. Ouais, mais le problème c'est qu'on aurait mis Freddy Adu, donc c'est ça. On aurait mis non, mais on aurait pu mettre en 1 le garçon dont on va parler, je garde le suspense, en 2 Wanyu Eloa, et en 3 Georgie Welcome, et on n'aurait pas mis Freddy Adu. Je t'ai résolu le truc. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon, excuse-moi, tu me résolves le truc, mais tu me remplaces Adu par Welcome, hein, donc ouais, mais bon, il faut trouver des solutions, hein. C'est pas très qualitatif, hein. En tout cas, dans un top 3 de foot, c'est moche quand même. Oui, c'est pas faux. On va pouvoir commencer. Donc, par contre, le système va rester le même, à savoir qu'on va commencer par citer différentes mentions. Alors, on ne connaît pas nos tops respectifs, donc on va essayer de pas trop se spoiler, évidemment, parce que l'intérêt, ça va être de ensuite dérouler le classement de la 10e à la première place, chacun notre tour. Mais malgré tout, messieurs, on va commencer par quelques petites mentions que vous n'avez pas trop de doute sur le fait qu'on les ait pas dans nos top 10. Et je vais commencer par toi, Boris. Quel serait pour toi ton premier joueur à mentionner qui, malgré tout, a marqué l'histoire du club, mais qui ne peut pas aller chercher les 10 premiers? Pas très loin du top 10, j'ai envie de mentionner Jemerson, dont je pense qu'il ne sera pas dans le vote non plus, de par surtout ses dernières performances. Mais moi je l'ai pas mis non plus dans le top 10 et je pense que ça se justifie. Mais mine de rien, quand on regardera avec un peu de distance son parcours à Monaco, enfin nous quand on regarde des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer, on regarde surtout les stats, le palmarès, et quand on regardera ça de Jemerson, finalement il y aura quand même beaucoup de... il doit avoir passé là, la barre des 150 matchs, il est champion.
Et finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut en tout cas de ce continent-là, qui peut se targuer d'un tel parcours chez nous. Donc, Et demi-finaliste de Ligue des Champions. voilà, il a fait partie d'une peut-être la plus belle équipe du club. Alors c'était peut-être le moins bon joueur de cette équipe-là, mais il en a fait partie. Donc voilà, moi j'avais pas envie non plus de le mettre dans mon top 10, mais il peut pas être si loin que ça non plus, quoi. Pour toi, Patrice, un petit nom rapide? Ouais, je vais parler de Hugo Ibarra, du coup, qui a fait qu'une seule saison chez nous, donc un peu court pour vraiment monter haut dans le classement. Il nous a été prêté du coup par Porto la fameuse année 2003-2004. Donc lui, il est vice-champion d'Europe avec nous. Très bonne saison où il a fait voir tout son talent. On se souviendra notamment de ses actions en Ligue des Champions. Donc voilà, très bon élément qui malheureusement a complètement disparu après la saison où il a été prêté chez nous. On l'a quasiment plus entendu parler de lui. Pour poursuivre sur ce poste-là, et puis même son remplaçant direct, moi je vais parler de Maicon, qui est un latéral que moi j'aimais beaucoup, même si c'est vrai qu'il avait des petits penchants offensifs un petit peu trop importants par rapport à ses aptitudes défensives. Donc c'est vrai que c'est pas à Monaco qu'il a fait le mieux de sa carrière, il était bien plus fort par la suite quand il était à l'Inter Milan, mais ouais, je pense que si on était monté à un top 15, il aurait été dedans, donc très clairement une mention de ma part pour Maicon. Boris, un autre? Qu'est-ce que je peux te citer sinon? Je peux citer en pagaille quelques joueurs des années 2000 qui sont là dans une période pas très bonne et qui du coup ont pas de palmarès, avec quand même un nombre important de matchs. On peut parler de Diego Pérez, de Néné, de Chevanton, voire de Adriano si on veut être très sympa. Voilà, des joueurs qui étaient plutôt, on pourrait même ajouter Pino par exemple, hein. C'est des joueurs à une époque où ouais, je vais un peu loin, mais parce que Chevanton et Pino, c'est pas tout. Pino à un moment donné sur une période assez courte était un peu le seul espoir des supporters. C'est un peu comme ça que je m'en souviens en tout cas, mais voilà, c'est un peu aussi le symbole d'une époque où on avait perdu la main sur un recrutement qualitatif, où voilà, on continue à avoir des joueurs qui étaient des internationaux, qui étaient des joueurs assez corrects, mais qui finalement n'ont pas marqué le club plus que ça, en tout cas, n'ont pas permis de gagner des titres. Mais je pense par exemple à un Chevanton qui garde une bonne cote auprès des supporters, qui était un joueur de qualité, mais voilà, qui s'est un petit peu perdu pour diverses raisons. Moi, très clairement, de mon côté, Chevanton, c'est mon 11e. Voilà. J'ai longtemps hésité pour la 10e place pour mettre ce dernier spot dans un joueur un petit peu wildcard, un petit peu bonus, un petit peu. Et au final, coup de cœur, voilà. J'ai fait un autre choix, mais très clairement, Chevanton était proche d'accrocher ce strapontin. Patrice, est-ce que tu as un ou deux noms à rajouter qu'on a peut-être un petit peu oublié? Je sais pas, j'ai en tête un Kagelmarer par exemple. Oui, personnellement, je l'ai oublié aussi, hein, également. Non, mais c'était pour faire plaisir à Damien, parce que c'est la wildcard de Damien. Moi, il est 50 millième chez moi. Juste devant Wagner. Un joueur qu'on a oublié aussi, je pense, parce que personnellement, je ne savais même pas qu'il avait joué à Monaco. C'est en recherchant un peu tous les joueurs d'Amérique du Sud qui ont pu jouer dans des clubs que j'ai découvert qu'il avait joué. Et du coup, c'est Omar Da Fonseca, qui est plus connu du coup pour ses commentaires que pour ses matchs à Monaco. Et du coup, mais pourtant, il a un titre de champion en 88, 2 saisons chez nous, sur sa fin de carrière. Bon, pas pour un buteur, 11 buts en 2 saisons, c'est quand même assez faible, mais bon, voilà. C'était à noter comme quoi il avait joué chez nous pendant 2 saisons et qu'il avait eu un titre de champion. T'as raison, surtout que Da Fonseca, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de le mentionner dans notre émission des années 80, donc maintenant c'est chose faite grâce à ce top des joueurs du continent américain. Je sais pas messieurs, alors j'ai peut-être peur un peu de potentiellement vous spoiler. Alors je sais que Boris, toi tu avais décidé qu'on ne parlerait pas d'Ocampos, donc on ne parlera pas d'Ocampos. Donc on ne parlera pas d'Ocampos. Le plus gros transfert de Ligue 2 quand même, dur de pas le mentionner. Ouais, c'est pas faux. Peut-être Adriano. C'est un titre comme un autre. Peut-être. Adriano, tu peux y aller. Ouais. Vas-y, il est pas dans le top 10. Ouais, voilà, c'est un joueur quand même qui est resté très longtemps au club, qui a beaucoup de matchs, il doit en avoir un peu plus de 200, je suppose, parce qu'il est quand même resté un bon paquet de temps. Le problème pour lui, c'est que c'est des années assez négatives pour le club, parce qu'il y a la descente en Ligue 2, et puis même les années qui précèdent cette descente étaient déjà des années compliquées en Ligue 1, mais voilà, il a été capitaine une bonne partie du temps. C'était un joueur qui tenait à peu près la route dans un collectif qui était
qui était compliqué. Voilà, comme tu le disais, je sais pas, c'est à peu près les mêmes années où il y avait Pinot, où il y avait Park, qui étaient à peu près les seuls joueurs à sortir un peu la tête de l'eau des différentes rencontres. Donc voilà, un joueur important, mais clairement pas suffisamment de palmarès, et puis peut-être aussi le niveau intrinsèque lui permet pas de rentrer dans le top 10, parce qu'au final, il y a quand même eu des monstres qui ont joué chez nous, et pour la plupart, ils ont été très bons chez nous. Michael était un peu le contre-exemple, mais sinon, quand même, la plupart avaient déjà été très forts sous notre maillot. Messieurs, peut-être compléter, à moins qu'on ait fait le tour, je sais pas. Bon, il reste deux très anciens joueurs. Oui, si t'arrives à en parler, toi qui as fait des recherches sur les années 70, justement. Ouais, alors, il y a des vieux joueurs, mais que moi j'ai dans mon top 10, donc je vais pas en parler tout de suite. Un peu moins vieux, pas très loin non plus du top 10, j'avais deux autres Argentins qui sont Ramon Diaz et Juan Simón. Donc c'est des joueurs qu'on a évoqués, mais qu'on n'avait pas mis dans nos 11. Diaz, c'est plus des années 90, notamment la Coupe de France 91 où il est passeur décisif en finale, demi-finale de Coupe des Coupes en 92. Il y a 2 saisons, voilà, un joueur assez élégant, un attaquant, pas forcément gros buteur. Et puis Juan Simón qui était plus défenseur central du titre de champion en 85. Notamment avec trois saisons et pas loin d'une centaine de matchs aussi. Donc voilà, des joueurs assez importants à une époque où il y avait un peu moins de joueurs étrangers aussi dans le championnat de France et à l'AS Monaco en général. Et pour moi, c'est bon sinon sur les mentions. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des différentes mentions. Après, bon, évidemment, il y a eu des mauvais souvenirs aussi, donc ceux-là, on va pas en reparler. On va pouvoir tout de suite attaquer nos top 10 respectifs. Donc on va chacun de nous, à tour de rôle, juste donner notre 10e, et ensuite on pourra un petit peu développer chacun notre tour sur les différents joueurs, sachant que j'ai quand même bon espoir qu'on en ait au moins 80%, donc 8 en commun tous dans ce top. On va maintenant commencer donc par la 10e place, messieurs, et donc toi Boris, juste je veux le nom, qui as-tu décidé de mettre à la 10e place? José Pastoriza. Et pour toi, Patrice? Javier Saviola. Et moi de mon côté, ça sera ma wildcard avec qui j'ai longuement hésité avec Leventon, et ça sera James Rodriguez. Voilà. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans vos tops, je sais pas, nous verrons, sinon je vais en parler rapidement, mais ça m'interpelle déjà ton premier choix, Boris, donc parle-nous donc de Pastoriza, milieu de terrain argentin. Ouais, c'est ça, c'est un milieu de terrain argentin, on est sur la décennie 70, donc c'est on n'a pas fait l'équipe type des années 70, on aurait pu s'intéresser à ce joueur-là, mais il est pas rentré par la porte, il rentre par la fenêtre. Juste en préambule, moi, Rames, c'est mon 11e en fait. Il a vraiment gratté. C'est vraiment le côté un petit peu longévité, forcément. Oui. Dans une saison bonne individuellement, à laquelle il n'y a pas non plus de. Il m'a manqué un titre ou un parcours, quelque chose qui aurait fait qu'une saison aurait pu suffire. Je suis parti du coup sur un joueur qui était probablement beaucoup moins talentueux comme Pastoriza, encore que vu à l'époque à laquelle c'était, ça peut être difficile de faire des comparaisons, mais voilà, c'était un joueur qui a joué 4 saisons entre 73 je crois à 77, quelque chose comme ça. Alors il y a un peu de Ligue 2 notamment, la première saison en Ligue 2 où Monaco est promu donc en 73. Il y a une finale de Coupe de France perdue l'année d'après. Il n'y a pas de titre pour ce joueur-là malheureusement. Il y a en plus une dernière relégation à sa dernière saison. Mais voilà, un milieu offensif assez racé, assez élégant, qui était surnommé El Pato, donc le canard, pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Et voilà, il y a quand même 44 buts en 113 matchs. Oui. Donc il y en a 17 en D2, mais il y a des saisons à plus de 10 buts en première division. Donc voilà, je l'ai mis que 10e parce que c'est un joueur que j'ai jamais vu jouer. Les stats sont pas non plus exceptionnels, mais c'est aussi pour montrer qu'on avait des joueurs sud-américains il y a déjà longtemps finalement à l'AS Monaco. Patrice, parle-nous de Saviola, que pour le coup, on a tous vu jouer. Oui, mais déjà beaucoup plus récent. Moi aussi, c'est une wildcard, donc ceux qui sont fans de basket comprendront un peu notre référence. Clairement, celui-là, c'est pas pour moi le 10e joueur de mon classement. Il est un petit peu plus bas que ça.
C'est plus que c'est un joueur que j'apprécie énormément du temps où il était à Barcelone. Et quand il a signé, j'étais vraiment très très content que ce joueur-là vienne dans mon club. Alors certes, j'étais déçu parce que j'espérais que Morientes puisse re-signer une saison, ce qui a malheureusement pas été le cas, mais voilà, j'étais très heureux de le voir arriver. Après, dans le contenu, c'était beaucoup moins bon, une saison assez moyenne, 42 matchs, 17 buts. De belles perfs quand même en Ligue des Champions, mais bon, son entente avec Shevington n'était pas non plus extraordinaire. Et du coup, on s'attendait à des meilleurs résultats en championnat et surtout en parcours de Ligue des Champions, surtout après la saison 2004, où ça a été moins bon, quoi. C'est un prêt qui était assez moyen, mais pour un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié, que j'ai même suivi encore après dans la suite de sa carrière. Et de mon côté, donc ça sera Rames, comme je l'ai expliqué, c'est plus un côté coup de cœur, parce que c'est vraiment un joueur que j'affectionnais beaucoup, et je pense que je suis pas le seul, évidemment. Maintenant, évidemment, un petit peu juste au niveau de la longévité, comme tu l'as dit aussi, Boris, ça manque de parcours, mais ça manque aussi tout simplement de matchs européens, parce qu'il arrive l'année où donc on remonte de Ligue 2, donc on va faire une très bonne saison en finissant deuxième avec 80 points, si ma mémoire est bonne, à peu près en tout cas. Le problème, c'est que voilà, du coup, il n'y a pas de match européen. C'est vrai qu'il va commencer à être réellement titulaire plutôt sur la deuxième partie de saison. Donc en plus, il va très peu évoluer réellement aux côtés de son coéquipier en sélection Falcao, dont je pense on va reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, je le mets quand même 10e parce que joueur quand même qui nous a fait vivre quelques bons moments, quelques gestes dont lui seul avait le secret, quelques beaux coups francs. Et puis également, il a brillé quand même pendant cette Coupe du Monde 2014 en étant un joueur de l'AS Monaco, mais c'est aussi malheureusement ce qui nous a valu son transfert pour 80 millions au Real. Et aussi peut-être ce transfert pour lui, en tout cas peut-être un petit peu trop tôt, et qui malheureusement lui a un petit peu gâché sa carrière, parce que depuis, j'ai l'impression qu'il s'en sort pas trop, quoi, que ça soit au Madrid, même au Bayern. Il a du mal à retrouver une place, donc c'est dommage. Je pense qu'il avait fait un mauvais choix de carrière et qu'il aurait dû rester un petit peu plus chez nous. Mais bon, ça... Je crois que la tête n'a pas suivi. Après, je peux comprendre, hein, on demande au Real Madrid, bon, voilà. Mais c'était pas forcément le meilleur choix a posteriori pour lui, évidemment. 9e position, messieurs, Boris. Alors là, on va remonter encore plus dans le temps, puisque moi je suis parti sur un joueur des années 50, Raúl Conti. Et je vous rassure, je suis pas monté encore plus loin pour les autres. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut donner que le nom, donc Raúl Conti. Oui, exact. Patrice, ton 9e. Lucas Bernardi. Lucas Bernardi. Et de mon côté, alors bon, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure pendant les mentions, j'ai rien dit parce que c'était pas très grave, mais moi le 9e, ça sera Ramon Diaz. Patrice, tiens, ce coup-ci, je vais te laisser parler en premier de Lucas Bernardi, donc évidemment pareil, encore une fois, un joueur que tout le monde connaît, évidemment, en grande partie, oui, parce qu'il était de cette fameuse épopée de 2004. Ah oui, parce que lui aussi est un vice-champion 2004, et surtout il a une très très longue longévité, du coup 190 matchs pendant 7 saisons avec Monaco. Bon, on en a déjà longuement parlé quand on a fait les années 2000, un milieu de terrain vraiment très très bon, qui lâchait rien, très dur sur l'homme. Le type de joueur qui nous manque régulièrement, parce qu'on a vraiment eu du mal à trouver de très bons milieux défensifs. Comme lui, donc il est arrivé de l'Olympique de Marseille et du coup est parti libre, retourner en Argentine pour finir sa carrière. Voilà, donc un joueur moi qui m'a beaucoup marqué, quoi, qui m'a beaucoup plu, notamment avec sa paire avec Zikos, assez célèbre. C'est vrai. Moi pour le coup je préférais justement Zikos, mais c'est vrai que Zikos est resté moins longtemps au club. Bernardi est un joueur plus prégnant dans ce club. D'ailleurs je crois qu'on l'avait plus ou moins tous mis dans notre équipe type des années 2000, donc c'est logique de le retrouver dans ce classement, et j'en ferai mention d'ici peu de temps. Boris, toi donc t'es remonté donc aux années 50. Raúl Conti, donc c'est quoi? C'est un des premiers joueurs du coup argentins à jouer au club, je suppose? Le premier significatif en tout cas. Oui. Est-ce que c'est le premier? Je sais pas, c'est le plus vieux de ma liste, ça c'est sûr. Donc Conti, il arrive à une époque au Monaco, donc il arrive en 51-52 en prêt. C'est un joueur qui venait du Calcio. C'est un vrai Argentin, mais qui avait des origines italiennes, donc qui était passé par le Calcio. Et à une époque où Monaco avait jamais encore joué en première division, donc il arrive en D2, il va jouer 2 saisons en D2, il va participer à la première accession
du coup du club en 53. Deux excellentes saisons en deuxième division, avec à chaque fois la barre des 10 buts qui est dépassée. Donc c'était un espèce de ce que j'ai compris de 9,5-10. À une époque, on jouait avec beaucoup plus de joueurs offensifs aussi, avec un espèce de WM que ceux qui s'y connaissent un petit peu en tactique ont déjà vu. Une adaptation qui sera peut-être un peu plus compliquée pour lui en première division, mais il va jouer, quand même y jouer 3 saisons de plus, et notamment une pointe à 16 buts dans sa 3e saison en première division. Donc voilà, au final il y a un bilan de 121 matchs et 48 buts. C'est une année où on finit sur le podium d'ailleurs, cette saison-là, je le vois là, parce quand on remonte, on fait 10-14, et donc sa 3e année où en effet il marque 16 buts, on finit 3e. Donc c'était notre première réelle grosse saison du coup en division 1 française. Voilà. D'ailleurs on va plus quitter le top 10 après pendant très longtemps. C'est une époque où Monaco, ça devait sûrement pas dire grand chose à l'échelle du foot français, mais voilà, lui, je pense qu'on peut considérer qu'il a quand même participé. C'était a priori un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, notamment quand il monte. Donc voilà, il a participé à mettre le club sur la carte. Tout à fait. De mon côté, j'ai fait le choix de Ramon Diaz, qui a joué 2 saisons au club entre 89 et 91, donc attaquant argentin. Oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur ça. Au final, c'est les Argentins. Hein. C'est la nationalité américaine qu'on retrouve le plus au club. Après, il y a les Brésiliens qui sont pas très loin derrière. Après, évidemment, il y a un vrai trou entre... il y a quelques joueurs uruguayens, chiliens, etc. Mais en tout cas, la plus grande communauté, c'est celle argentine. Et Ramon Diaz, qui est sur le mur des légendes dans le couloir de l'AS Monaco. Voilà, c'est 2 saisons, 24 buts en 60 rencontres. C'est 2 saisons pleines, c'est 2 grosses saisons de l'AS Monaco parce que c'est 2 fois podium, un titre en Coupe de France. Donc un joueur qui a compté pour le club. Donc pour moi, il avait clairement sa place dans ce top 10 des joueurs américains. Après, je peux comprendre que vous ne l'ayez pas mis, même si au final vous l'avez peut-être mis un petit peu plus haut que moi. Mais vu qu'on l'a mentionné tout à l'heure, j'en doute. Je pense que je vais être le seul ce soir à le mettre. Mais pour moi, voilà, il devait avoir sa place. Même si il était plutôt en bout de course, entre guillemets, quand il était chez nous, parce que je vois qu'il a été international argentin, mais c'était entre 79 et 82. Donc il semblait avoir un petit peu baissé de niveau, mais ça correspond aussi à son départ en Europe. Donc peut-être qu'à l'époque, c'était pas très bien vu d'aller jouer en Europe pour continuer à porter la tunique argentine. À part peut-être pour certaines stars. Sauf si on s'appelait Diego Armando Maradona. Voilà, c'est ça. À la 8e place, messieurs, on continue ce top. Boris. Je vais suivre les pas de Patrice, puisque j'ai mis Lucas Bernardi, du coup, un cran plus haut, qui est 8e. Écoute, je vais suivre également les pas de Patrice, parce que j'ai également mis Lucas Bernardi à la 8e place. Patrice, toi, du coup, ton choix? C'est pas Lucas Bernardi, bizarrement. Ah non, du coup, non. Non, du coup, c'est Raúl Nogues, l'Argentin des années 70 aussi. On va peut-être se suivre dans pas longtemps non plus. Ouais, je pense qu'il va être pas bien loin dans votre classement aussi. Boris, donc Bernardi, Patrice en a un petit peu parlé, mais je sais pas si tu as envie de rajouter 2-3 éléments sur ce joueur. On en avait aussi beaucoup parlé lors de la décennie 2000, mais bon. Ouais, un joueur de grande longévité. Il y a que, je pense, les 2 premiers de mon classement qui vont le battre au niveau de la longévité. Il y a quand même 7 saisons. Ce qui peut jouer un peu contre lui, c'est qu'elles sont toutes très bonnes, notamment la fin. Hein, les 2 voire 3 dernières saisons sont quand même très moyennes. Il est vraiment sur la fin. C'est des saisons moyennes collectivement, mais aussi pour lui. À une époque en plus où il était capitaine. Mais voilà, on va dire ces 2-3 premières saisons ont vraiment été très bonnes. C'est un des tout meilleurs milieux défensifs du championnat. Il y a ce parcours en Coupe d'Europe. Voilà, un joueur accrocheur, très belle mentalité, pareil, un très souvenir pour tout le monde, je pense. Patrice, du coup, parle-nous de Nogues que donc tu as décidé de mettre à la 8e place. Oui, du coup, je me suis intéressé aussi à tous ces anciens joueurs que je n'avais jamais vu jouer, et donc que je ne connaissais pas. Du coup, les joueurs que a pu citer Boris n'étaient pas loin, parce que du coup, Conti aussi était mon 12e choix. À noter aussi que Ramon Diaz était mon 11e choix. Et donc, pour moi, Raúl Nogues était celui qui méritait d'être dans le top 10, parce que lui aussi a une bonne longévité au club, avec 3 saisons, avec 123 matchs. Mais surtout, il y a le palmarès qui est là en plus, parce que du coup, il est du titre de 78,
et il est vainqueur de la Coupe de France dans les années 80. Du coup, ça a un milieu de terrain offensif, donc il joue aussi bien derrière l'attaquant que sur les côtés, assez polyvalent, qui arrive après plusieurs saisons à l'OM. Oui. Voilà, et qui est resté donc 3 saisons avant de partir à Nice, autant dire que voilà, il a fait un peu tous les clubs de la Côte d'Azur. Voilà, pas grand chose à dire dessus parce que malheureusement je l'ai pas beaucoup vu. J'ai lu un peu sur lui et tout ce qu'on sait c'est que c'est un joueur qui était assez irrégulier mais qui avait une très bonne technique, surtout d'élimination. Voilà. Voilà, on va pouvoir continuer parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de Bernardi, donc on va pas en rajouter une couche sur lui. 7e position, Boris. Raphaël Marquez. Ouf, ça, on peut commencer à rentrer dans la polémique, potentiellement avec d'autres classements. Il y a des chances. Patrice, 7e. Joueur qu'on a déjà parlé, Rames Rodriguez. Ah oui, donc toi tu le mets quand même assez haut, enfin assez haut, oui, malgré tout assez haut, il y a une vraie différence avec nous. Et moi du coup ça sera Nogues, donc bon voilà, pour le coup on se suit là depuis 2 joueurs. Mais donc Boris, Raphaël Marquez, pourquoi j'ai envie de dire tu le mets seulement 7e, même si je peux comprendre ce choix malgré tout, mais pourquoi donc cette 7e place? Ouais, je pense que beaucoup de monde va l'avoir plus haut. Moi, j'ai vraiment 4 joueurs qui se sont détachés. Mon top 4 était assez clair dès le début. Moi aussi. J'ai ensuite eu 2 joueurs que j'ai quand même vus au-dessus de Marquez. Alors, ça aurait pu être 6 ou 7, honnêtement. Mais j'avais du mal à le mettre plus haut. Je pense que c'est un joueur qui bénéficie beaucoup de son image, de la qualité du joueur que c'était, de la carrière qu'il a fait, notamment après l'AS Monaco, de la longévité de sa carrière, son parcours au Barça. À Monaco, alors il y a du très très bon. Et c'est pour 7e, c'est déjà pas si mal. Et on va voir qu'il n'y a pas des pimpins devant lui. Hein. Mais il y a un. Si on fait la colonne plus, il y a un titre, il y a une Coupe de la Ligue, et puis il y a une qualité technique, une qualité de joueur, tout simplement. La qualité du joueur était assez évidente. Je vais pas m'étendre dessus, je pense que vous l'avez mis plus haut et que vous y reviendrez dessus. Si du coup je fais la colonne un petit peu des moins, il y a des saisons qui sont pas très pleines. Il y a 4 saisons en tout, mais il y en a qu'une où il atteint péniblement la barre des 30 matchs. En première division, l'année du titre, il en joue que, entre guillemets, 23. Donc, la saison d'après, il en joue que 15. Donc, c'est des saisons qui sont pas non plus très pleines. Il y a 2 saisons qui sont quand même très mitigées sur le plan collectif. Les saisons 2000-2001 et 2001-2002. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même des garçons un petit peu au-dessus de lui. Il y a un coéquipier à lui, notamment. Vous aurez deviné qui c'est à peu près sur la même période que j'ai mis un petit peu au-dessus. Mais voilà, après, à côté de ça, moi, c'était un joueur que je l'ai pas vu comme une critique de le mettre 7e en tout cas. Oui, mais après, je te rassure, je l'ai pas non plus mis beaucoup plus haut. Hein. C'était juste pour lancer un petit peu de polémique. Patrice, de ton côté, donc Rames Rodriguez, donc que toi, du coup, il t'a bien marqué parce que tu vas quand même le caler à une belle 7e place au final. Oui, moi, j'ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est un des joueurs où j'ai eu le plus de plaisir à voir jouer sous le maillot à la diagonale. C'est vrai que c'est court, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas plus haut, parce que je pense qu'il avait fait 1 ou 2 saisons de plus chez nous, il serait beaucoup plus haut dans mon classement. Mais le peu qu'il a joué, est-ce qu'on peut limite parler d'une demi-saison, parce que la première moitié de saison, il joue pas tant que ça. C'est une saison où il joue 52 matchs, il met 19 buts et 17 passes décisives. Il finit meilleur passeur de la Ligue 1 cette année-là. Il fait, comme tu l'as dit, après une Coupe du Monde assez dantesque qui lui vaudra du coup ce transfert au Real Madrid pour une somme record pour le club en tout cas. Pour moi, c'est vraiment le type de joueur en plus que j'adore voir jouer, sa facilité technique, sa capacité à bien lire le jeu, à toujours faire des passes justes, et être en plus un très bon buteur. C'est un excellent joueur que j'ai pris énormément de plaisir à avoir joué, et intrinsèquement, je pense que dans ce classement, il fait partie des joueurs vraiment les plus talentueux qu'on a pu avoir. Et c'est peut-être notre dernier plus grand tireur de coups francs. Je vois pas qui depuis en fait pourrait vraiment lui voler ce titre. Bosquilla. Je l'attendais.
Ah, je t'ai bien tendu la perche. Oui, non, je beau chercher, je vois pas qui pouvait tirer des coups francs aussi bien. À part Falcao contre Dijon. Ouais, voilà, mais Falcao, il a eu un match, Moutinho en a mis un aussi, mais bon, c'est plus... Ou le Mar par période, mais c'était un peu en dessous quand même. Ouais, même Sidibé a mis un coup franc direct face à Lille, je vous le Ah, rappelle. c'est vrai. Même Subasic, je vous rappelle qu'il a eu un coup franc. On a les buteurs sur coup franc les plus improbables. Les plus improbables. Non, mais cette saison-là, tout allait bien. C'est-à-dire que quand Sidibé se met à marquer des coups francs à 30 mètres, c'est que tout va bien quand même. On va pas se mentir. Face à son ancienne équipe en plus. Donc moi voilà, c'était Noguez, donc t'en as parlé, Patrice, voilà, j'ai pas non plus énormément d'informations à rajouter dessus, hein. Comme on l'a dit, c'est quand même une vieille époque, c'est un peu plus compliqué d'avoir des infos, mais clairement, longévité, joueur qui a marqué le club, donc je devais lui faire une place dans ce top. Au final, pour moi, cette 5e place est plutôt bonne. Peut-être que si j'avais vécu cette époque-là, il aurait été plus haut, peut-être plus bas aussi, j'en sais rien, mais je pense qu'en tout cas, il doit très clairement avoir une bonne place en tout cas dans ce top. On se rapproche du top 5, ça va être un peu plus intéressant je pense, mais avant de rentrer dans ce fameux top 5, votre 6e place, Patrice, qui as-tu mis donc à la 6e position? Marcelo Gallardo. D'accord. Boris, qui t'as mis? Alors vu que t'as mis Marquez 7e, t'as mis quoi? T'as mis Delio Onis 6e? J'ai mis Mateusz Carvalho. Non, je rigole. J'ai mis. Du coup, je vais donner sa meilleure place à Raúl Noguez, qui est 6e chez moi, donc assez cohérent avec vous. Un petit peu plus haut. Et moi, j'ai mis Rafael Marquez. Voilà. Donc en fait, il y a pas gros écart avec toi. Ouais, c'était vraiment pour faire chier, quoi. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Non, mais attends. Il y en aura un peu plus avec moi. Ah, voilà, tu vois. Patrice n'a pas encore donné sa place. Marquez, on va pas revenir dessus, surtout que Patrice ne l'a pas encore cité, donc on pourra le faire dans un second temps quand on découvrira à quelle place il l'a mis. Mais donc Patrice, ton choix donc de Gallardo. Pourquoi c'est un joueur qui a beaucoup circulé dans mon classement et qui est monté très très haut. Il est même monté à la 2e place à un moment donné pour redescendre un peu plus bas. Parce que lui aussi, au même titre que Rames, parce que c'est vraiment le type de joueur que j'adore et j'ai vraiment adoré sa saison où il est arrivé au club. Donc, du coup en 99-2000. Et j'ai toujours gardé une image de lui extraordinaire, mais du coup en me reprochant un peu plus sur son parcours, malheureusement, la sortie de cette première saison et peut-être un peu de la deuxième, derrière c'est beaucoup plus décevant. Donc malheureusement pour des problèmes un peu extra-sportifs qu'on connaît tous, par rapport à ce qui a pu se passer dans le vélodrome et puis après... ça reste de la boxe, ça reste du sport. C'était exact, ça reste quand même du sport. Voilà, mais un joueur extraordinaire qui dès son arrivée s'est tout de suite bien adapté au système avec Claude Puel, qui va nous chercher un titre de champion de France, qui est élu meilleur joueur de cette saison, donc dès son arrivée, donc arrivé depuis River Plate, là où il repartira du coup 4 ans plus tard. Donc c'est 126 matchs et 23 buts. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce joueur parce que je pense forcément qu'il est un peu plus haut chez vous. Tu as raison, il est en effet un petit peu plus haut, chez moi en tout cas. Boris, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur Noguez de ton côté, vu que tu as dû faire des recherches? Non, c'est un peu le 3e larron des anciens après Pastoriza et Contis, que lui en plus, en tout cas sur les stats, etc., c'est du palmarès, je pense Patrice l'a dit, mais champion et une Coupe de France. Moi, de toute façon, dans mes 7 premiers, je crois que tout le monde est champion là-dedans. Mais lui en particulier, voilà, il fait partie du titre de 78. Il y a, sur 3 saisons en Ligue 1, c'est premier, 4e, 11 et 9 buts. Donc voilà, c'est des saisons très solides à la fois collectivement et individuellement. Et du coup, j'ai beaucoup hésité honnêtement entre lui et celui que je vais avoir 5e et qui est un petit peu aussi un meneur de jeu argentin. Voilà, donc vous avez déjà des indices. C'est peut-être le fait de ne pas l'avoir vu jouer, comme tu disais, qui fait que on peut se permettre de le mettre un peu plus bas. Ouais, donc de mon côté, moi ça sera Marquez. Donc c'est pareil. Pour le coup, moi c'est lui qui a le plus transité dans mon classement. J'ai eu mon top 2 très très rapidement. Mais ensuite j'avais un vrai doute à ses places 3, 4, 5, 6. Au final, je l'ai mis 6e parce que j'ai longtemps hésité avec Gallardo, mais c'est vrai que Gallardo a en plus ce titre individuel de meilleur joueur du championnat.
c'est quand même pas rien. Il avait vraiment fait une saison extraordinaire cette saison-là. Marquez était là également et c'était très clairement la clé de voûte de l'équipe avec un certain Christian Val aussi. Mais comme tu l'as dit, Boris, on a peut-être un petit peu trop aussi en tête ce qu'il a fait par la suite au Barça et le joueur qu'il est devenu, la longévité exceptionnelle qu'il a eue, parce que faut rappeler quand même qu'il a fait sa dernière Coupe du Monde en 2018. Alors, il était plus vraiment titulaire, mais il n'empêche qu'il approchait des 40 ans. 5 Coupes du Monde. Donc voilà, 5 Coupes du Monde, mais donc il y en a quand même très peu. Donc voilà. Donc clairement, je pense que sur l'ensemble de la carrière, il serait peut-être plus haut qu'à la 6ème place, mais sur son passage purement monégasque, voilà, je le mets hors top 5, mais très clairement c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et quand on fera les équipes all-time, en défense centrale, il n'y a pas non plus de joueurs qui se détachent plus que ça. Il aura peut-être sa chance d'y être. C'est pas encore complètement défini, mais il aura peut-être sa chance d'y être, mais dans un classement qui regroupe tous les postes, j'ai un peu de mal quand même à le mettre top 5. On va pouvoir justement attaquer ce top 5, messieurs. Donc, bon, moi, ça sera Gallardo. Et si j'ai bien compris, Boris, toi aussi. Ouais, t'as bien deviné mes indices. T'as vu un peu comment j'ai été fort? Ouais. Là, j'ai hésité, mais bon, je me suis dit un milieu de terrain argentin, de la même époque. Bon. Et ouais, ça aurait pu être Almiron, mais non, c'était pas lui. Ah oui, on a oublié de le mentionner, tiens. Non, je regarde. Ouais, bon, on n'a pas tellement oublié. Non, c'est clair. On pouvait descendre encore plus bas, il y en avait encore des pires. C'est pas faux, ouais. Et donc, toi, Patrice, quel joueur ouvre ton top 5? Le joueur qui ouvre mon top 5, c'est Fabinho. Ah, Ouf. j'ai le cœur qui saigne. Pas Fabinho. Je m'en doute. Ok. Bon, Boris, on va pouvoir parler tous les deux de Gallardo. Bon, il vient de le faire un petit peu, évidemment, Patrice, mais... Bah ouais, pour moi c'était peut-être mon premier gros coup de cœur, l'AS Monaco. C'est le premier maillot que j'ai acheté. Moi j'avais 9 ans en 2000, donc c'est mon premier gros titre avec le club, ma première grosse saison. Je suivais déjà un petit peu l'année d'avant, mais voilà, c'est mon premier gros souvenir, on va dire. Et j'ai adoré ce joueur. Il a été élu meilleur joueur. C'était un petit bonbon. Voilà, malheureusement, il couvre à peu près la même période que Marquez. Il souffre un petit peu peut-être des mêmes maux qui fait que forcément les saisons d'après sont un petit peu moins bonnes. Il fait encore une bonne saison en 2001, mais collectivement c'est plus dur. Et puis après, il va avec Deschamps, ça colle pas trop. Il va perdre un peu sa place. En 2003, on refait une bonne saison, mais lui, il est un peu plus joker là-dedans. Donc voilà, c'est ça qui est triste et qui fait que j'ai pas pu le mettre plus haut. Et pour moi, j'ai quand même une nette cassure entre lui et les gars que j'ai au-dessus. Parce que c'est pas complet son parcours. Par contre, je pense que dans l'image, c'est peut-être la saison d'un joueur américain à l'AS Monaco. C'est peut-être la meilleure saison. Ouais, c'est ma préférée en tout cas. C'est vrai que très clairement, moi je trouve ce qui lui manque du côté palmarès, alors évidemment c'est pas de titre parce qu'on n'en a pas tout court dans l'histoire de notre club, mais c'est au moins un gros parcours européen quoi. Et c'est vrai que lui, pour le coup, contrairement à ceux que j'ai placés au-dessus, quoique non, il y en a un qui l'a pas fait non plus, mais bon, celui-là, il est un petit peu à part. Il est un petit peu à part, celui-là. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que... Mais bon, 5ème, de toute façon, c'est compliqué après, hein, réellement, de faire des différences entre les joueurs. En tout cas, pour moi, il devait être dans ce top 5. Donc voilà, très clairement, il mérite sa place. Et donc toi, Patrice, tu as fait le choix de Fabinho. Donc, peux-tu nous expliquer ceci? Oui, assez simplement. Je te mute, Patrice. on va te mute là. Non, tout simplement que les 4 garçons qui sont au-dessus de lui, pour moi, ont plus marqué le club et vont plus rester dans l'histoire du club que Fabinho, malheureusement. On rappelle que Fabinho, ça pas cité Marquez. Hein? Non, rien, je disais, on rappelle. Oui, j'ai toujours pas cité Marquez, donc c'est tout à fait normal. Ah, mais tu l'as peut-être pas mis dans ton top 10 après, mais bon. C'est une mention. C'est une mention honorable. Putain. Non, mais non. Même si à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Je pense. À Monaco, il n'a pas été si longtemps que ça, ce poste-là. Il y est resté que sur les 5 saisons, il y est resté deux saisons. C'est ne pas se rappeler de ce que c'était ses premières saisons en tant que latéraux. Je vous rappelle quand même qu'on était beaucoup à le décrier, à souhaiter qu'il se casse et qu'on achète un vrai latéral à sa place. Donc il faut vraiment attendre qu'il ait été mis à ce poste de mieux et
on attend au moins bien 6 mois pour qu'il commence à avoir un très haut niveau. Pour moi, il fait 3 saisons au milieu de terrain. Bah oui, 2,5 pour moi. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas 3,5 plutôt? Parce que pour moi, il est repositionné milieu de terrain en La troisième année. La deuxième année, donc c'est l'année en Ligue des Champions avec ce. Ouais, pour moi, il en fait un peu, mais il se positionne pas forcément. C'est le fameux match à Arsenal, par exemple, où il dépanne, mais je suis pas sûr qu'il finisse la saison à ce poste. Non, mais du coup, on est bien d'accord qu'il reste 3 saisons derrière. Il y a la saison catastrophique. Mais la saison d'après, il rejoint un peu arrière droit, il me semble. Ah ouais, d'accord. Oui, mais bon. La saison d'Europa League. Il finit par être mis au milieu, mais je suis plutôt aligné avec Patrice là-dessus. D'accord. Voilà, donc du coup, niveau palmarès, bon, il y a un titre de champion de France, comme la majorité des joueurs qui peuvent être au-dessus de lui. C'est seulement que je pense qu'à l'heure actuelle, on a trop le souvenir et le manque, surtout, que a créé ce joueur depuis qu'il est parti. Mais je pense que si on se projette dans une vingtaine d'années, Fabinho, on se rappellera beaucoup moins que les joueurs qui sont au-dessus. Je ne vais pas là aussi de plus m'étendre sur ce qu'a pu faire Fabinho. Après, il est 5e. Ça reste une position très très haute pour un joueur qui a fait 5 saisons pleines plus. Et pour moi, les joueurs qui sont vraiment au-dessus, pour moi, sont vraiment très 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 marquants. De toute façon, je pense qu'on a quasiment tous les mêmes à un joueur près, parce que Rafael Marquez, je ne l'ai pas encore cité, mais je pense qu'on a exactement les mêmes joueurs qui sont au-dessus, donc on pourra y revenir. Ouais, oui, non, mais bon, oui, de toute façon, on va y revenir sur Fabinho, en effet. 4e place, Boris. Sonny Goal, Sonny Anderson. Bah, ça sera pareil de mon côté, ça sera également Sonny Anderson. Et pour toi, Patrice? Ce sera aussi Sonny Anderson. Bah là, au moins, c'est notre premier alignement. On est tous d'accord. Donc malheureusement pour lui, Sonny Anderson qui donc n'accroche pas le podium. Je suppose que vous avez hésité à le mettre dessus, mais qu'est-ce qui fait, Boris, que il n'accroche pas ce podium, et donc on a le même podium, Boris, hein, maintenant on le sait. Peut-être pas dans le même ordre, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as pas mis sur le podium? Ouais, c'est vrai que alors, le 1, j'ai pas hésité. Je pense que personne a trop hésité sur le 1. Par contre, entre 2 et 4, j'ai beaucoup hésité. Malheureusement, Sonny Anderson un petit peu derrière. Il a un peu moins de longévité déjà que les 2 gars qui sont devant lui. C'est pas loin d'être au final le seul truc qui peut lui coûter. Il y a 3 saisons. Il y en a une un peu escamotée en plus. Voilà, donc au final, malgré ça, les 2 autres, elles sont très bonnes. Il est élu lui aussi meilleur joueur de première division. C'est peut-être le seul avec Gallardo au final, qui est dans ce cas-là champion. Et puis il y a aussi une demi-finale de Coupe d'Europe en C3. Et puis il y a un gros transfert au Barça à la clé. C'est vraiment un des tout meilleurs joueurs d'Europe à ce moment-là. Et autant quand il arrive, c'est sûrement moins une star qu'un autre attaquant qui est sûrement sur le podium. Par contre, quand il part il a progressé à Monaco et c'est devenu un encore meilleur joueur. C'est un des meilleurs joueurs d'Europe et chez nous, il a peut-être été meilleur vraiment individuellement que cet autre attaquant. Mais il n'y a pas la même longévité, il n'y a pas le même charisme peut-être, le même leadership. Ouais, encore que, est-ce qu'il a vraiment été meilleur? Je suis pas sûr non plus, mais de toute façon, c'était pas tout à fait le même style d'attaquant malgré tout. De ton côté, pareil, Patrice, il accroche pas ton podium. Déjà, est-ce que tu as vraiment hésité à le mettre sur ton podium, ou est-ce que vraiment c'est la place la plus haute que tu pouvais lui donner? Non, si j'ai un peu hésité quand même à réfléchir dans quel ordre je le mettais, surtout par rapport à nos attaquants, savoir mais non, je pense que ceux qui sont sur mon podium lui sont supérieurs. Après, là, je le place du coup devant Fabinho, parce que pour moi, il a été beaucoup plus marquant pour le club que le sera Fabinho. Je pense que tout le monde sait que Sonny Anderson a joué à Monaco et ce qu'il a pu apporter, même si, il a un peu estampillé lyonnais maintenant par ce qu'il a fait. Il arrive de Marseille tout de suite et très très important dans le club. Il a été meilleur joueur, mais l'année d'avant, il a aussi élu étoile d'or à France Foot et meilleur joueur étranger, donc ce qui était à peu près l'équivalent à l'époque du meilleur joueur de la Ligue 1 aussi. Hein. Oui. Voilà, on se rappellera du coup son duo avec Thierry Henry qui était tout jeune et qui arrivait, sa révérence au prince, très très célèbre. Pour moi, c'est un joueur vraiment beaucoup plus marquant dans l'histoire du club et même dans la notoriété qu'il peut apporter parce qu'il est à l'image de.
à l'image, oui, mais forcément, de toute façon, c'est quelque chose qui marque beaucoup plus. C'est ce qui va aussi contre Fabinho, c'est qu'il n'est pas, c'est beaucoup moins marquant. Alors, Fabinho n'est pas Et attaquant, mais ça, il a ça quand va même une contrario de ce que je vais belle dire sur palanquée de Rafael buts. Marquez aussi. Hein. Oui, pour le coup, Marquez a moins de buts, mais oui, non, mais c'est vrai, je peux comprendre. De toute façon, les attaquants, on le voit chaque année, hein, pour le Ballon d'Or et même pour d'autres votes. Très clairement, ils ont une image un petit peu supérieure, pas forcément méritée d'ailleurs, mais c'est vrai que la finalité du foot, ça reste de marquer des buts, donc forcément, ils sont un petit peu avantagés de ce côté-là. Puis quand il part de Monaco, il part vraiment comme une grosse star au Barça. Hein. Ah, il part pas à Galatasaray. Non. Ouais, mais il a pas le même âge aussi, les gars. Vous êtes gentils. Et puis en plus, au Barça, pour le coup, il restera oui, pas ça dans va les pas le mémoires. Hein. Il restera Là, ouais, pas dans c'est les fou. mémoires. Bon, ça reste mieux que Christophe Dugarry, mais c'est pas non plus. Philippe Christian, voilà. Ouais, mais voilà. Mais par contre, il y a eu d'autres monégasques. Mais hein, moins bien que Rafa Marquez. ou que Ludo de Julie, pour prendre un poste un peu plus offensif. Thierry Henry. Ouais, mais Thierry Henry, il était Il passé s'est pas par direct. d'autres clubs. Il y a eu du Ouais. chemin entre. Il y a Voilà, du- il y a eu quelques Yaya Touré. petites Deux années. clubs. Et, oui, bon, on va pas tous les citer, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, putain. Par contre, dans Ah oui, l'autre la sens, on s'est plus connexion souvent fait elle enfler. était très bonne. Là, on a eu Saviola. Bon, on a eu Saviola. Gérard Lopez. Et Gwen Johnson. Ouais, donc Oh, on putain. a eu Saviola, quoi. Voilà. Ça doit pas être- Abidal aussi, non, il est Ah oui, on a eu il est Abidal, revenu. quand même. Mais bon, pareil, il était en toute fin de carrière. Donc... Et comment il s'appelle Mboula. Ah, voilà. c'est vrai qu'il est toujours chez nous. Ouais. Oui. Bah, il est en prêt. Ouais, il est après. prêté, Ouais, ouais. Il est prêté à l'infirmerie du FC Vosges. C'est vrai Et que du coup, il devait y avoir Borja Lopez et Navarro aussi, je pense. Mais c'est bon, vrai qui qu'il venait déjà. Il est avec tous nos cracks qui devraient être titulaires dans notre équipe, mais à cause de Jardim, ils le sont pas. Et Jardim out. ils font une tellement bonne saison en Belgique que c'est vrai qu'on peut regretter qu'ils soient pas avec nous. Hein, enfin bon, bref, c'était le petit aparté. Le podium, messieurs. Boris, alors on va tout de suite savoir si on a le même podium. Moi, j'ai mis Fabinho, numéro 3. Eh bien, nous n'avons pas le même podium. Ah, t'as mis Falcao. J'ai mis Falcao 3e. Ah, d'accord. Et donc, j'espère que tu vas enfin nous caler Marquez quand même. Non, Falcao. Oh putain. Oh merde. Oh le drame. Ah, la claque. Oh la claque. Oh la claque. Oh la claque. Il fallait que je la cale 3 fois. Ok, bah écoute, Boris, donc Falcao, 3e. Je peux comprendre encore une fois, hein, entre ces places-là, c'est compliqué. Mais pourquoi tu le mets à cette place-là et pas à la 2e? Parce qu'encore une fois, la première place, elle est verrouillée, quoi. Il y aurait deux gros arguments. Peut-être alors la longévité en tant que telle, si on compte en saison, il n'y en a pas tant de plus pour Fabinho, mais il y a beaucoup plus de matchs parce que Falcao avait aussi la fâcheuse tendance à en manquer sur certaines saisons. Oui. Il y a une saison de plus pour Fabinho, mais il y a pas loin de 90 matchs en plus, quoi. Donc ça fait quand même une grosse diff. C'est vrai. Et je dirais que il a ce que n'a pas Fabinho et ce qu'a Falcao, c'est cette dernière saison foirée sur le plan collectif. C'est pas le plus grand responsable. C'est même plutôt le lui qui- contraire. oui, voilà, oui. Et c'est presque lui qui nous sauve, mais mine de rien, quand tu as les classements de Falcao SM, c'est 2e, 1er, 2e et 17e. Ça fait un peu tâche, malheureusement, et on y reviendra. Fabinho n'a pas du tout cette marque-là sur son CV. À côté de ça, voilà, c'est le capitaine emblématique de ce titre de 2017. On peut y rajouter 2 petites finales de Coupe de la Ligue en passant, une demi-finale de C1, des très belles saisons. Je dirais surtout les deux du milieu, celle du titre et celle d'après où il y a beaucoup de buts. Les deux autres sont un peu plus escamotés, il y a celle avec la blessure, malheureusement. Il y a aussi ces départs un peu foireux, ces retours plutôt réussis pour le coup. Mais voilà, ça a été une hésitation. Au final, en pesant le pour et le contre, j'ai fini par le mettre derrière Fabinho, mais voilà, c'est quand même une belle place pour lui. Patrice, pareil, Falcao, tu l'as mis 3e. À peu près pour les mêmes raisons que Boris, le fait qu'il soit parti une première fois, enfin même 2 fois, parce que c'est de près, dans des circonstances en plus un petit peu dommage pour lui et pour l'image, font que tu le mets seulement, que tu le mets à cette 3e place.
Oui, bah, j'ai quand même beaucoup hésité à le mettre en deuxième place et c'est vraiment ces 2 saisons de près où donc il est pas là et la fin donc pas la saison en elle-même parce que finalement il s'en sort quand même bien lui, individuellement sur cette saison. C'est plus le départ un peu raté, la communication. Mais pour en revenir par exemple avec Fabinho, pour moi, Radamel Falcao, quand il signe au club, c'est une star internationale. Il est connu de tous et il signe chez nous. Et quand il repart aussi comme vraiment un très très grand attaquant qui a été notre capitaine, qui a été champion de France, qui nous a porté pendant le parcours européen. Dans 50 ans, tout le monde se rappellera encore de Radamel Falcao à l'AS Monaco et il sera cité, je pense, dans les 4 meilleurs attaquants que le club a pu avoir. Chose que je suis pas sûr que c'est dans les meilleurs milieux qu'a pu avoir Monaco, il y aura forcément Fabinho aussi. Ouais. Pour moi, Falcao est vraiment moi, très très marquant. Il va en tant falloir m'en qu'attaquant. citer quelques-uns là quand même. Qui était vraiment plus fort que Fabinho. On n'a Ouais. pas des masses. Peut-être J'ai pas dit avec. plus fort. Peut-être j'ai avec. dit plus Oui, bah non, mais marquant. ouais. Plus marquant. Ouais, mais arrêtez avec Claude Puel au bout d'un moment, c'est bon. Oui, mais ça on dit plus rien. Mais oui, C'est- mais bon, Fabinho, il est 10 fois plus fort que lui, quoi. Donc au bout d'un moment, la longévité, ok, mais bon, Ah, bah, là, j'aurais du mal à comparer, parce que malheureusement, je n'ai pas vu jouer Claude Puel, donc je peux t'as pas. rien raté. T'as rien raté de particulier. Bah, c'était pas un mauvais joueur, évidemment, mais bon, voilà quoi. C'était pas un crack. Mais ok, ouais, donc moi de mon côté, bah, ça sera donc Fabinho. Voilà, joueur évidemment que j'adore. L'avantage qu'il avait par rapport à Falcao, mais je l'ai quand même mis troisième, c'est que pour le coup, Falcao bah, vient de partir. Mais ça aussi, ils y sont pour rien, ces joueurs-là, donc c'est pour ça que je l'ai pas trop pris en compte. Mais Falcao a été tout de suite remplacé. On a la chance d'avoir Ben Yedder, et même dans une seconde mesure, mais il est moins buteur, mais il est tout aussi important, Slimani. Donc il a tout de suite été remplacé, donc on voit moins la différence, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup aussi de ah heureusement qu'il est parti, voilà, il fallait qu'il parte, on ne sait pas ce que ça aurait donné avec Falcao, avec Ben Yedder devant, est-ce que ça aurait été vraiment été très complémentaire, je ne sais pas non plus, mais bon, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. À l'inverse, le départ de Fabinho a laissé un trou béant dans l'équipe et on en paye toujours les pots cassés, même si bon Bakayoko vient de revenir et a rapporté quand même un petit peu de stabilité dans ce milieu de terrain là, mais très clairement le départ de Fabinho l'année dernière nous tue et cette saison il manque toujours malgré tout, donc c'est pour ça que je l'ai mis troisième et qu'il aurait pu être second, mais par contre sur le reste je le mets sous Falcao parce que moins iconique, moins de grands moments, même si encore une fois on en revient toujours à ce fameux poste d'attaquant et que le fait d'être attaquant c'est quand même un avantage souvent pour être haut dans ces tops là. Donc voilà, moi c'est pour ça que je le mets à la troisième place. Joueur exceptionnel, tout simplement. Peut-être le meilleur milieu de terrain que moi, en tout cas, j'ai vu vraiment jouer et évoluer à l'AS Monaco. Il est à des kilomètres devant nos deux milieux de terrain de 2004. Il est également à des kilomètres devant nos milieux de terrain de 2000, à savoir Lamouchi, Legwinski, John Collins. C'est quand même beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, vu comment est en train de se dérouler sa carrière, je pense que tout va bien pour lui. Donc même s'il y a toujours ce petit écueil équipe du Brésil où c'est un peu plus compliqué, mais bon, on sait pourquoi. Donc voilà, pour moi, Fabinho très clairement sur le podium des meilleurs joueurs, on peut dire même sud-américains au final, de l'AS Monaco. La deuxième place, messieurs, donc Patrice, des Léonis du coup? Bah forcément. Non, quand même. Là, je suis pas allé plus loin que ça quand même. Ah, t'as poussé Non, jusqu'au bout. Ouais. c'est bien Raphaël Marquez. Non, il n'y a aucun moment j'ai hésité. Delionois, ça a vraiment été le premier nom que j'ai placé. C'est quasi impossible de ne pas le mettre en premier. Bah donc du coup, bon Boris, il n'y a plus de suspense, hein, c'est Fabinho. C'est Fabinho. Et pour moi, donc ça sera Falcao. Donc tiens, Patrice, vu que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé de Marquez, pourquoi donc au final tu vas le monter à cette quand même deuxième place? Donc lui aussi a beaucoup véhiculé dans mon top 5, parce que c'est très compliqué d'arriver à placer un défenseur central parmi des joueurs très offensifs. Ouais. Bon, il y a encore Fabinho qui est un peu à part, mais c'est quasiment tout mon top 10, c'est que des milieux offensifs, des attaquants. C'est vraiment bon, ce qu'on a le plus eu en tant que joueur sud-américain déjà. Et après, c'est ceux qui marquent le plus facilement au club, hein, on l'a déjà dit.
Du coup, pour vraiment arriver à me faire une idée de ce joueur, je l'ai plus comparé avec tout ce qu'on a pu avoir à son poste. Et je ne vois pas, depuis qu'il est parti déjà, qui est-ce qui a pu atteindre son niveau, et ne serait-ce que même arriver à sa cheville. Et même dans le passé, on a rarement eu des défenseurs centraux aussi bons. Alors bien sûr, bon, vous le savez, je suis fan de Barça, donc forcément ça a un impact sur moi, parce que je garde quand même en mémoire ce qu'il a pu faire à Barcelone, même si j'essaye de rester focus que sur la période Monaco. Mais pour moi, ça reste vraiment un des meilleurs défenseurs centraux qu'on a eu, et qui est dans ce classement du top 10 des meilleurs joueurs sud-américains qu'on a pu avoir. Pour moi, il est vraiment très très haut. C'est pour ça que je le place à la deuxième place. En plus, on a le palmarès, on a le championnat de France en 2000, la Coupe de la Ligue en 2003. La seule vraiment petite tâche chez lui, c'est son départ au Barça pour une somme assez ridicule, inférieure au prix qu'on l'avait acheté. Mais bon, ça, Damien. C'est pas tellement sa faute. Non, il est pas rien. Ça, Damien est déjà revenu dans son périple rouge. Oui, c'est vrai. Non, mais je comprends. Après, tu disais qu'on n'en avait pas eu d'aussi fort depuis. Ouais, sur la carrière, on a eu Carvalho, mais c'est vrai que chez nous, c'était plus quand même le vrai Carvalho. Ouais. Et Carvalho-Abidal. Carvalho-Abidal, sur la carrière, je sais pas si c'est plus fort que Marquez, mais il y a match. Il y a clairement match entre les trois. Après, oui, c'est vrai que depuis, oui, je pense qu'il y a la meilleure saison de centrale qu'on a vue, c'est peut-être de Glick l'année du titre, quoi. Et effectivement, c'est que ça semble a priori. Parce qu'il a tué ouais, à voir avec non, après, c'est pas du tout quand même la même relance, la même sérénité, son jeu de tête. C'est pas la même classe, ça, le côté capitaine, même si je crois pas qu'il a été capitaine sous Monaco, mais qui a cette capacité vraiment à gérer sa défense avec tout ça. Après, il y a aussi le côté affectif de mon côté, parce qu'à cette époque-là, moi, je jouais en club aussi défenseur central et je m'identifiais clairement à lui, parce que je souhaitais avoir son niveau, son style de jeu. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi, c'est ce qui fait que j'en ai vraiment un souvenir. Ça a marché du coup ou pas ? C'est très bon. Ah bah oui, la preuve, j'ai été appelé en équipe de France et tout, quoi. Vous m'avez bien vu, quoi. Là, normalement, Boris, t'avais une vanne pour Damien et son modèle. Ah. Ouais, Damien, lui, son modèle, c'était plus Peter Hanson. Donc... Parce qu'il jouait défenseur central. Et il a presque réussi à l'atteindre. Ouais. Après, faut rappeler que Damien, il jouait de défenseur central parce qu'il peut pas courir plus de 2 km par match. Hein. Ah, mais là, c'était pas vraiment un choix, là. C'était une obligation, quoi. Et gardien de but, c'était pas possible non plus parce qu'il est un peu manchot, donc du coup, il restait plus que ce poste, quoi. C'est ça. Et Marquez, j'y repense juste maintenant, mais c'est l'occasion de répéter l'hommage à Henri Biancheri aussi, puisque c'est lui qui était allé chercher ce joueur-là. Pour la petite anecdote, il l'avait repéré en allant voir un match de Contreras à la base. C'était un match Mexique-Chili, du coup, et en voyant le match, il a repéré un autre défenseur central, il a embarqué les deux, du coup. Voilà, on en racontera peut-être un peu plus un jour. On se rappellera un peu moins de Contreras, mais c'est vrai que Marquez a quand même clairement marqué le club, ça c'est évident. Boris, donc Fabinho, on en a déjà un peu parlé, mais plus expliquer pourquoi toi donc tu l'as mis devant Falcao et aussi haut dans ce classement. Ouais, petit Fabien, il y a 5 saisons et 5 saisons sur le podium. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dans le club qui peut se targuer d'un tel parcours, d'avoir fait autant de saisons et 100% sur le podium de la première division. Voilà, amis chercheurs, je vous laisse dénouer ça. Il y a forcément le titre où, ne serait-ce que pour le comparer à Falcao que j'ai mis derrière, c'est vrai que c'est Falcao le capitaine, il est assez emblématique, mais sur le terrain, Fabinho est pour moi un contributeur plus important que Falcao à ce titre, à cette saison-là en général. C'est peut-être le joueur le plus important de cette équipe sur le terrain. Je suis assez d'accord par contre. Faudra, ça peut se débattre. Il y a peut-être Bernardo Silva, il y a peut-être, il y a pas grand monde d'autre, hein, mais pour moi, si je devais retenir un joueur de cette équipe-là sur le terrain, ça serait lui. Voilà, c'est vrai que Patrice a pas tort, ses saisons d'arrière droit sont quand même beaucoup plus mitigées. Ses débuts avaient été plutôt corrects, mais après ça a été plutôt très moyen. Donc ça c'est un peu dommage, mais dès qu'il a été repositionné en milieu défensif, ça a été vraiment fabuleux, surtout la saison du titre. J'ai moins aimé sa dernière, mais elle restait assez correcte, et comme tu l'as dit, on a vu que derrière, même un Fabinho, même un demi-Fabinho, on n'a jamais réussi à le remplacer. Donc voilà, et de la longévité, je pense que c'est le deuxième. En tout cas, moi, de tous les joueurs que j'ai regardés, il n'y a que mon numéro 1. Du coup, mes 2 premiers du classement, c'est les 2 plus capés aussi. Voilà, tireur de penalty,
Ce qui fait que pour un défensif, il a pas mal de buts aussi. Il a une trentaine de buts. Donc voilà, moins charismatique, moins emblématique peut-être, mais par contre sur la qualité, effectivement, en saison pure de milieu, je suis pas sûr d'en avoir vu moi non plus une meilleure. Tu veux donc dire qu'un Aoulou au complet est moins fort qu'un demi-Fabinho? Tout à fait. Même une paire Aoulou Pelé. Ah putain, Pelé, je l'avais oublié. Voilà. Ouais. Oh la claque. Et non, bon, alors moi de mon côté j'ai mis Falcao. Alors clairement j'ai longuement hésité, mais en fait c'est parce que je regardais là dans la semaine il y a eu différentes images du titre et de la saison et des grands moments de cette saison-là. Et en fait je me suis rendu compte que à chaque fois c'était Falcao ou presque. Et qu'à l'exception, je te parle vraiment des très très grands moments, des grands moments clés, et que il y a pour moi ces fameux 2 matchs qui resteront les 2 moments les plus importants de la saison en championnat, à Angers et face à Dijon. Donc c'est 2 buts et demi, parce qu'il y en a un qui est de Dirard, mais bon, voilà, on peut quand même considérer que c'est quand même lui qui fait 90% du taf. Ce but extraordinaire face à Manchester City, qui est peut-être le plus beau but de la saison, même très certainement le plus beau but de la saison. Il y a également un autre but exceptionnel face à Bordeaux, avec une remise de Valère Germain, où il va éliminer le gardien tout en gardant le ballon en hauteur et la redresser à l'intérieur du but. Donc au final, ça fait, voilà, pour moi l'autre grand moment de la saison qui n'est pas de lui en fait, c'est la tête de Bakayoko face à City. Mais donc match qu'il ne joue pas. Match qu'il ne joue pas, oui, voilà, mais malgré tout, ça fait plus de grands moments évidemment que Mbappé a marqué des buts extraordinaires et des buts très importants, et beaucoup face à Dortmund et face à City, mais je les trouve moins marquants. Évidemment que le but de Bernardo Silva au Parc est également un but capital, c'est vrai que celui-là aussi on peut le mettre très très haut, mais je sais pas, Falcao, je trouve qu'il y a un truc en plus, je trouve qu'il dégage quelque chose en plus, je trouve qu'il a vraiment une classe, une prestance naturelle que pour le coup n'a pas vraiment Fabinho, ça semble être un joueur un petit peu plus effacé, hein. Et donc pour moi ça compte aussi malgré tout la personnalité, et donc voilà, et puis capitaine, et puis tu l'as dit aussi Boris, certes l'année dernière la saison collective est très mauvaise, mais s'il n'est pas là, et heureusement si on a eu la chance que ça soit au final quasiment sa saison avec le plus de matchs, voire peut-être même sa saison où il se blesse le moins, et je pense que s'il avait été blessé un petit peu plus, il serait certainement parti cet été, mais je pense que là on serait sur le podium, mais en Ligue 2. Et encore sur le podium. Ouais, c'est pas dit ça quand même. Oh, quand même. Aoulou, pour le coup, en Ligue 2, ça passe. Pas déconner. Gilles Dias, je suis pas sûr qu'en Ligue 2 ça domine. Ouais, ça c'est pas faux par contre. Et on aurait toujours ce Basic au but. Ouais, et on aurait les cracks du cercle de Bruges chez nous, du coup. Ouais. Ah, on n'aurait pas eu Ben Yedder, oui, ça c'est sûr, ça on peut l'écrire. Ouais. Enfin bon, voilà, moi c'est pour toutes ces raisons que Falcao, je le mets deuxième de ce top. Bon, messieurs, on va maintenant conclure avec notre première place. Bon, le suspense évidemment, il y en a pas, on a tous le même. Des Lyonis, Boris, on en avait parlé quand on a commencé à parler des années 70. Parce que Onis, il faut le rappeler qu'il a 2 titres, donc 78 et la Coupe de France 80. Ouais. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Il a évidemment le record de buts chez nous, 223. Pareil, si ma mémoire me fait pas défaut. Exact. Le gros souci, c'est que la décennie 70, si on fait l'émission, on y reviendra, c'est une décennie assez désastreuse, collectivement. Il y a quand même 2 descentes en Ligue 2. C'est une décennie qui est beaucoup moins bonne que les suivantes, ça c'est sûr. C'est une décennie un peu, j'irais pas jusqu'à dire noire, parce qu'il y a quand même un titre. Mais voilà, il y a aussi de la D2. Onis va notamment faire une saison en D2. Il y a évidemment pas de parcours pas significatif, en tout cas en Coupe d'Europe, ce qui le distingue un petit peu des autres garçons qu'on a cités, en tout cas dans les Fabinho, Falcao, Anderson, parce que Gallardo, Marquez, on n'avait pas vraiment non plus. Mais voilà, Onis, malgré ça, la longévité, le nombre de buts, les titres font quand même que pour moi c'était un lock que voilà, il serait premier.
Je crois que c'est toi qui me l'avais montré. SoFoot avait fait son top 50 de l'histoire du club. Je crois qu'il l'avait mis premier aussi. Ça, à la limite, je serais prêt à le discuter, mais sur les joueurs du continent américain, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, le 223 buts en 280 matchs. Je vous laisse faire le ratio, hein, mais il est quand même très très haut à mon avis. C'est le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France toujours. Et je regardais, je crois que le joueur en activité, parmi les joueurs en activité assez proches, t'as Cavani qui doit être à 140. Sachant qu'Oni s'en a remis quelques-uns avec Tour encore, donc il sera à 299. Ouais, voilà, il sera. Et Cavani à 134, je crois, donc il est même pas la moitié, quoi. Ouais, il sera probablement jamais rattrapé, à moins qu'un Mbappé fasse toute une carrière à Paris, pour donner un exemple. Ça pourrait être un cas comme ça, mais sinon, honnêtement, voilà, c'était le pur buteur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons à plus de 30 buts et une à 29. Donc voilà, c'est pour dire, c'est un autre foot peut-être, mais c'est quand même une régularité assez impressionnante. Et il y a une saison en Ligue 2, la 76-77, donc c'est la seule, parce que lui n'était pas là quand Monaco descend la première fois au début des années 70. Il était à Reims à l'époque, et oui, comme tu l'as dit, donc il a joué à Reims, à Tours et Toulon, après être passé à Monaco, en Ligue 1. Mais bon, Toulon, quoique Toulon, il continue de marquer 21 et 17 buts. Hein. Ouais. Donc il était encore pas trop mal. C'est les mêmes raisons, Patrice, qui t'ont fait qui ont fait que tu l'as mis premier, c'est que vraiment cette colonne but est tellement supérieure au reste. Voilà, vous le savez, vous me chambrez souvent avec ça. J'aimais bien dire que Falcao pouvait accéder au podium. Au final, il va finir à très peu de buts du podium, parce qu'il va finir à 83 buts et le podium doit être à 89, je crois. Et le deuxième, qui doit être vers 110 buts, Oni, c'est à 223. Donc on parle du double, quoi. Oui, donc de toute façon, c'est un total qui, à mon avis, sera jamais atteint, parce que du moment qu'un joueur commencera vraiment très très bien tourné avec Monaco, il s'élèvera vers d'autres cieux, donc il partira avant d'avoir atteint ces 230. Moi, j'ai 230 buts, moi, pour lui. Donc, ça reste une icône pour Monaco. Je vois, il est dans le classement des meilleurs buteurs à Monaco et aussi en Ligue 1. Donc même la majorité des supporters qui s'intéressent un peu aux statistiques le connaissent sans même être supporters de Monaco. Il a un nombre de matchs qui est phénoménal. Il a du coup 3 titres. Du coup, il a le titre champion de France de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2, Division 2. Alors justement, voilà. Également, ça c'est un autre. Et petit erratum sur la dernière émission Boboris qu'on a fait tous les deux. Nous n'avons pas été champions en 78. Nous sommes bien montés en Ligue. Mais j'avais 77, mais champion des deux en 77. Non, on est deuxième, et justement parce mais en fait t'es champion du groupe, mais pas de la finale, d'accord. Exactement. On parlait des titres de gardien, et que Subasic avait les deux, lui, mais que Ettori devait les avoir aussi, mais en fait non, parce que en Ligue 2 nous ne sommes pas champions. C'était la première fois de notre histoire en 2012 que Monaco, en 2013, pardon, que Monaco était champion de Ligue 2. Voilà. Parenthèse refermée, et aussi par rapport à l'erreur qu'on avait faite lors de la dernière émission. Ouais, au final, il cause toutes les cases, la longévité, le palmarès, le nombre de buts. Il a inscrit son nom à jamais quasiment dans l'histoire du club. Donc ça paraît très compliqué de pas l'inscrire en première place dans ce classement. En plus, il regroupe que les joueurs sud-américains. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que si on parle du niveau intrinsèque, je suis pas sûr qu'en fait, ce soit réellement le meilleur de tous, quoi. Boris. Non, il n'y a pas de carrière internationale, il n'y a pas de carrière dans des grands clubs européens. Toujours difficile de comparer, mais à l'échelle du football en tant que tel, il leur a laissé une moins grande trace, c'est sûr, qu'un Falcao, même un Sonny Anderson, a priori, pour citer les autres attaquants du classement. Après, voilà, il bénéficie d'une époque où on restait plus longtemps dans les clubs, où il y avait peut-être moins de transferts, surtout pour. Alors lui, je pensais à un passeport italien peut-être, donc pas forcément sous le coup de l'arrêt Bosman, mais même les étrangers, il y avait quand même moins de joueurs étrangers dans les clubs à cette époque-là. Par contre, voilà, la longévité au club et les stats sont beaucoup trop importantes pour que ça suffise à le mettre derrière ces joueurs-là. Je pense qu'on est tous d'accord. On verra si vous, auditeurs, vous faites le même choix. Quand je vois l'attaque que vous nous avez mis pour les années 80, j'ai un peu peur, mais bon, on sait jamais.
Ah bah pour le coup, ils avaient mis Onis dedans. Pour le coup, ils avaient mis Onis, oui. C'est pas Bon. forcément ce qu'on attendait, mais Non, mais bon. On verra, on verra bien. Voilà, messieurs, on a fait le tour. Rien à Bah oui, ajouter. après la première place, c'est dur d'aller chercher au-dessus, hein. Ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, non, mais voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense que on s'attaquera à la prochaine émission, bah, soit à la décennie 70 du coup, soit au top 10 des joueurs du continent africain ce coup-ci. Bah, on s'arrêtera là parce que bah, le continent européen ça aura pas trop de sens et puis bah, le continent asiatique c'est chaud. bah, Ça va être c'est-à-dire rapide. que je suis pas sûr si on peut à mon avis enfin je sais pas Park et Ouais. bah, Je suis voilà. pas sûr qu'il y en a d'autres. Donc du coup on va peut-être pas faire 1 heure sur Park hein. C'était un joueur que j'aimais bien mais peut-être pas abusé quoi. On a fait 1 heure sur Falcao mais peut-être pas sur lui. Pourquoi Donc, inviter des supporters lillois pour nous parler de lui? bah, des gars de l'aéroport au moins quoi. Ou de l'hôtel? Donc voilà qui conclut donc cette émission spéciale continent américain, même si vous l'auriez bien compris, c'était évidemment à 90% Amérique du Sud. Latino-américain, on pourrait dire. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir voter, comme d'habitude, pour votre top aussi. Voilà, il va y avoir le petit formulaire en description et sur nos pages Facebook et Twitter. Donc voilà, essayez de donner pour vous les 10 joueurs qui ont le plus marqué l'histoire du club. Voilà, merci Boris pour cette émission et de m'avoir accompagné au final sur, pour l'instant, toutes les émissions historiques, hein, si je dis pas de bêtises, ou je dis une bêtise. Muchas gracias. T'aurais peut-être raté une en fait. Je pense avoir raté 2000. 2000 type ou pipe? Type. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les équipes type aussi. On avait fait les deux, ouais, pour 2010 et Bah, non, j'ai dû en rater, c'est sûr. 2000. Ouais, J'ai dû en rater, mais Bah bon, c'est t'en as- un peu loin. ouais. Donc, En tout cas, voilà, et merci également Patrice de nous avoir accompagnés pour cette émission. Le prochain rendez-vous, donc, ça sera, si tout se passe bien, samedi soir, le débrief de la rencontre de Ligue 1 face à Patrice. J'ai un trou. Angers. Angers, Face à Angers. Et d'ailleurs, toujours logiquement, difficile. c'est toujours difficile de se déplacer à Angers, c'est vrai. Ben, on se rappelle, hein, l'année du titre, ça a quasiment été notre match le plus galère. Donc bon, on va pas se mentir. Logiquement, le débrief, bah, ça sera toi et moi, Patrice. Si je suis libre, sinon, bah, on risque d'avoir un petit peu comme la semaine dernière et un débrief En décalé. dimanche. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Prochain débrief, c'est donc ce week-end. D'ici là, portez-vous bien et Dage Munegu. Et bisous.